Alors, pour clore cette journée riche en présentations très intéressantes, il me fait plaisir donc de présenter et d'introduire notre conférencier grand public, donc professeur Yves Brun, qui a rejoint donc l'Université de Montréal il y a peu de temps et notamment le département donc de microbiologie, infectiologie et immunologie. Professeur Brun est titulaire de la prestigieuse chaire de recherche Canada 150 en biologie cellulaire bactérienne. Ses travaux portent principalement sur la différenciation cellulaire bactérienne, également sur les mécanismes d'adhésion et de formation de biofilms, sur la synthèse de la paroi bactérienne et sur le vieillissement cellulaire bactérien. Donc encore une fois, Yves, bienvenue à l'université et puis ça fait plaisir de vous entendre encore. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien? 1, 2, 1, 2. C'est que je parle comme un Acadien, est-ce que vous me comprenez? Je m'étais dit que nous n'aurions peut-être bien une conférence en chiac, à cause que des fois on use des mots anglais. But je vais le faire en français. Si mes slides pouvaient arriver. Donc, je voudrais commencer par remercier quelques personnes, en fait des gens qui ont permis de réaliser, d'aider à mon retour au pays. Je voudrais remercier en particulier Christian Baron, Pierre Bellumeur, Hugo Soudens, le docteur Boisjoli et le docteur Hébert, et d'avoir vraiment aidé à faciliter mon retour, mais surtout Christian Baron, pour sa vision qui a aidé à me convaincre que c'était vraiment un moment propice pour revenir au pays. On peut changer. Voilà. Donc, je ne suis pas tout à fait encore ici. On déménage, on devrait arriver à Montréal le 19 décembre. La majorité de mon labo va arriver en juillet parce que je ne voulais pas leur donner un choc trop fort. Parce qu'il y en a d'entre eux qui ne connaissent pas le froid canadien. En m'en venant ici, mercredi, j'ai tweeté que je venais à ce symposium et mon ancien étudiant, Chao Jiang, qui fait maintenant un postdoc sur le microbiome, en fait sur l'expososome, tout ce à quoi on est exposé à Stanford dans le labo de Mike Snyder, était très excité. « Wait, are you doing microbiome research too now? That's great. » Et en fait, je lui ai répondu que, well, yes, the test tube and agarose pad microbiome. Donc, j'ai appris plus aujourd'hui que j'ai jamais appris sur le microbiome. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous donner un peu un aperçu général. Christian m'a demandé de faire des remarques générales sur un peu ma perception du microbiome, certains éléments. Et ensuite, je vais vous donner des exemples d'outils que mon laboratoire a développé au cours des dernières années, qui, je pense, pourraient aider à étudier les microbiomes dans ce que j'appelle la prochaine phase microbiome 3.0, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a utilisé 2.0. Donc, si vous allez à Amsterdam, je vous recommande fortement d'aller au musée Micropia. C'est un musée qui est vraiment fascinant. Vous êtes accueilli par un poster géant d'un être humain qui est constitué de plein de cellules où on peut reconnaître certaines cellules bactériennes. En effet, on sait maintenant, d'autres en ont parlé, que la majorité de nos cellules, ou au moins un nombre équivalent de nos cellules, des cellules de notre corps, sont des microbes.
En fait, si on met l'ensemble de nos bactéries, ça donne à peu près le même poids que le poids de notre cerveau. Et je pense que les présentations d'aujourd'hui nous ont montré que le microbiome a vraiment un impact presque aussi important que notre cerveau sur notre bien-être. J'aime beaucoup cette citation du biologiste de l'évolution, Stephen Jay Gould. This is truly the age of bacteria, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. Quand on entre dans ce musée, une des premières choses qu'on voit, c'est un présentoir où il est montré une réplique d'un microscope de Anthony van Leeuwenhoek. C'est pour vous donner une idée de la taille de ces microscopes. J'ai demandé à mon ami Ariane Briguel, qui est professeur à l'Université de Leiden, de tenir une réplique de ce microscope à côté du microscope qu'elle utilise, le microscope de Cryo-Electron Microscope. Et on peut voir que c'est vraiment tout petit, mais Leeuwenhoek a réussi à utiliser ce microscope dans ses meilleures lentilles qui peut grossir à peu près 200 fois, même on dit que jusqu'à 270 fois dans certains cas, pour découvrir non seulement les bactéries, mais le premier microbiome en 1683. Donc, Leeuwenhoek était fasciné par l'hygiène dentaire. En fait, dans les lettres qu'il a envoyées à la Société royale de Londres, il décrit son hygiène dentaire de tous les jours et raconte qu'à un moment donné, donc il a remarqué qu'il y avait de la matière blanche entre des dents. Et qu'en examinant cette matière blanche, après l'avoir resuspendue dans un peu de salive, il avait vu des animalcules qui bougeaient. Et en fait, ici, c'est le premier micrographe de microbiome, donc les dessins qu'il a fait des bactéries qu'il a vues. Donc, on a parlé beaucoup aujourd'hui de l'importance, évidemment, du microbiome dans toutes sortes de fonctions au niveau humain et au niveau animal. Il y a un article très intéressant paru il y a quelques années dans PLOS Biology où Jack Gilbert et Josh Neufeld ont fait un exercice assez intéressant. Ils se sont posé la question que serait un monde sans microbes? Donc, j'ai fait une liste de plusieurs des choses qu'ils ont remarquées. Donc, évidemment, il n'y aurait plus de maladies infectieuses. Ça, on est très content. Par contre, les bactéries sont critiques pour la fixation de l'azote par les plantes. Donc, la photosynthèse, éventuellement, s'arrêterait. Il n'y aurait pas de vin, de bière et de fromage. Je serais vraiment triste. On sait que les microbes aident aussi à notre digestion, qu'ils sont importants pour la digestion des animaux de ferme. Et en fait, la biodégradation aussi, parce qu'ils sont critiques pour la biodégradation, aussi s'arrêterait et éventuellement, on aurait des détritus organiques jusqu'aux genoux. On estime que 2/3 de l'oxygène est produit par des microbes marins des océans. Et donc, on peut imaginer un peu un scénario d'apocalypse. En fait, ils disent que ça nous prendrait à peu près une semaine pour réaliser qu'il y a un problème. Mais ils disent « We predict complete societal collapse only within a year or so ». Linked to catastrophic failure of the food supply chain. Et il parle de toutes sortes de problèmes, de périodes de maladies, de civil unrest, j'y perds mon français, l'anarchie et tout ça. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu quand je suis arrivé le soir de l'Halloween. Ça fait penser un peu à un monde où il y a des zombies. Et j'ai utilisé l'occasion pour vous présenter un de mes exemples favoris d'impact, pas d'un microbiome, c'est une infection en fait, mais je trouve que c'est
un très bel exemple de comment les microbes peuvent contrôler le corps d'un être vivant, et c'est ce qu'on appelle les fourmis zombies. Donc, c'est un champignon microscopique, Cordyceps, qui infecte, qui envahit le corps de la fourmi. Ça amène la fourmi à monter dans les branches et donc de s'élever le plus loin du sol possible, éventuellement d'agripper une tige avec ses mandibules de façon à se fixer. La fourmi ensuite meurt et le champignon microscopique produit un fruiting body, je ne sais pas ce que c'est en français, et qui va éventuellement éclater, libérer des spores qui vont essentiellement pleuvoir sur les fourmis qui sont plus près du sol et recommencer un cycle d'infection. Donc, ces microbes sont capables de changer le comportement de façon très spécifique pour arriver à augmenter leur fitness. Un autre exemple que j'aime bien, c'est celui de Paracatenula, qui en fait est plus bactérie que ver. Donc, c'est un ver plat. Il y a la tête ici et le reste, qui s'appelle le trophosome, c'est essentiellement un sac plein de bactéries. Et ces bactéries produisent et emmagasinent de l'énergie qui est utilisée pour la survie, pour la croissance du ver. Et il a cette particularité de pouvoir se régénérer. On peut couper le ver et chaque moitié va se régénérer en autant qu'elle ait suffisamment de bactéries. Et en fait, si on coupe ici, la tête qui n'a pas de bactéries ne peut pas se régénérer et le reste va se régénérer et reproduire une tête. Donc, c'est un système qui est vraiment fascinant. Donc, le microbiome, évidemment, on l'a entendu aujourd'hui à maintes reprises, est très important pour notre santé à nous. Donc, on sait que chaque crevasse de notre corps contient une population de microbes qui a ces assemblages distinctifs, si on veut. Les microbes causent l'odeur, sont la cause de notre odeur corporelle, qui en fait peut être avantageux quand ma femme et moi on se promène à la saison des moustiques. Ce sont mes microbes qui font que je ne suis pas une cible de prédilection et malheureusement ma femme, elle, les moustiques l'aiment beaucoup. Évidemment, les microbes jouent un rôle important dans la production d'hormones et dans l'état de notre système immunitaire et de la digestion, produisent notre vitamine K et de maintenir une pression stable, protège le vagin contre les infections et aide même à combattre le cancer. Donc, c'est extrêmement important. Et les connaissances qu'on a obtenues sur le microbiome viennent évidemment de méthodes de séquençage où on séquence soit le 16S ou l'ADN, on fait de la métagénomique. On obtient des résultats de ce genre où on dit quel type de bactéries sont dans quel échantillon. Et on obtient des listes de microbes et de gènes et on est capable d'inférer, de déduire quelles pourraient être les propriétés de ce microbiome. Mais c'est en comparant ces informations à des informations qui ont été obtenues par de la recherche de base qui nous ont permis de comprendre quelle bactérie fait quoi et quel gène est responsable de quelle propriété. Donc, par exemple, si dans un microbiome, vous trouvez de l'Agregatibacter actinomycetum comitans, vous savez automatiquement, à cause de travaux de gens en médecine dentaire, que vous avez un cas de parodontite assez grave. Et en fait, c'est quelque chose
c'est un modèle que j'espère étudier ici en collaboration avec Antonio Nancy de la Faculté de médecine dentaire. Mais moi, mon travail vraiment est basé sur la recherche des propriétés de base des cellules bactériennes. Et donc, ce que je vais vous faire maintenant, c'est un résumé de trois histoires courtes sur des travaux qu'on a entrepris sur les sujets suivants, sur la croissance bactérienne et la morphogénèse, sur la capacité des bactéries qui n'ont pas de système nerveux à avoir un sens du toucher et à la capacité des bactéries de capter de l'ADN, l'ingérer pour acquérir de nouvelles propriétés. Donc, en général, quand on pense aux bactéries, on s'imagine des cellules en forme de bâtonnet ou des cellules rondes. Mais en fait, il y a une diversité assez impressionnante de morphologie dans le monde bactérien, dont certaines sont représentées ici, même des cellules en forme d'étoile. Et ces formes bactériennes sont reproduites de façon précise à chaque génération, ce qui suggère très fortement que ces formes confèrent un avantage quelconque aux bactéries dans leur environnement. On connaît très peu quels avantages sont conférés par des morphologies spécifiques, mais le fait que les morphologies peuvent être changées de façon précise par un stimulus au niveau de l'environnement ou par des programmes développementaux suggère vraiment que c'est une capacité, une propriété des bactéries qui est importante pour leur survie. Donc, les formes des bactéries sont contrôlées par une molécule, une macromolécule qui englobe complètement la cellule, le peptidoglycane, donc ici représenté dans une cellule à gramme négatif, donc deux membranes externes et internes. Et voici le peptidoglycane. J'aime penser au peptidoglycane un peu comme ces grillages qu'on peut utiliser. C'est un tunnel à poules. Je ne savais pas que ça existait. Mais vous pouvez imaginer que, comme le peptidoglycane qui enveloppe toute la bactérie, si on veut allonger ce tunnel à poules, il va falloir couper et ajouter des sous-unités de ce grillage. Et donc, c'est la même chose pour la croissance du peptidoglycane. Et le peptidoglycane, non seulement définit la forme des bactéries, mais garde la forme des bactéries. On peut le voir ici avec des bactéries différentes. Escherichia coli, qui a une forme de bâtonnet, et Colobacter crescentus, qui, comme son nom l'indique, crescentus, est en forme de croissant. Et donc, ce peptidoglycane est composé de longues chaînes de glycans, de sucre, qui sont cross-linkées par des liens covalents entre des chaînes peptidiques composées surtout d'acides aminés en D, la forme D plutôt que la forme L qui est dans nos protéines. Et ce peptidoglycane demeure la meilleure cible pour le développement de nouveaux antibiotiques. C'est la cible pour tous les dérivés de pénicilline, par exemple. Quand on regarde une bactérie croître, comme cette bactérie ici, Hyphomonas neptunium, qui synthétise au départ un tube et ensuite où la cellule fille pousse au bout du tube, on sait exactement quel est le mode de croissance de cette bactérie, c'est-à-dire que toute la croissance se produit à l'extrémité ici. Vous remarquez que la cellule mère ne pousse essentiellement plus, c'est seulement au bout du tube. Quand on regarde une bactérie comme E. coli, juste en regardant, on ne peut pas vraiment imaginer, concevoir comment la bactérie croît, où est-ce que le mur cellulaire est synthétisé, le nouveau mur cellulaire qui lui permet de s'allonger. Donc, quand on s'est intéressé à l'étude de la morphologie il y a plusieurs années, on a voulu développer une nouvelle méthode. Il y avait vraiment un besoin d'une nouvelle méthode pour essayer de déterminer où est-ce que le peptidoglycane, le mur cellulaire bactérien, est synthétisé lors de la croissance des cellules. Donc,
ce qu'on a décidé, donc ici encore un modèle du peptidoglycane, il y a cette réaction de transpeptidation où la liaison covalente est faite par les penicillin binding proteins, donc la cible des pénicillines, pour faire ce lien covalent. Et donc, en collaboration avec mon collègue Michael Van Nieuwenzy du département de chimie à Indiana University, on a développer des méthodes de marquage à la fluorescence, donc des molécules fluorescentes qui ont la particularité d'avoir une partie en aminoacide D qui, on s'est dit, devrait être reconnue par ce système et pourrait être incorporée par ces enzymes lors de la biosynthèse du peptidoglycane. Et donc, on fait des expériences de ce type-ci. Donc, on fait pousser des cellules dans un tube. On ajoute pour quelques minutes, seulement 2-3 minutes, ces molécules fluorescentes qui vont être incorporées lors de la synthèse du peptidoglycane, donc au site de la synthèse. On élimine l'excès de la molécule fluorescente et ensuite on image par microscopie et on voit des trucs comme ça. Donc ça, c'est E. coli. Et la fluorescence qu'on voit en blanc ici nous indique où la biosynthèse du peptidoglycane se produit. Donc on peut voir ici sur ce modèle que chez coli, il y a biosynthèse du peptidoglycane un peu partout sur la longueur de la cellule et beaucoup au milieu pour la division cellulaire. Donc, E. coli est une cellule en forme de bâtonnet, mais en fait, il y a plusieurs façons de faire des cellules en forme de bâtonnet. Donc, celle que je vous ai montrée, où la biosynthèse du peptidoglycane se produit tout le long de la cellule. Mais ce n'est pas la seule façon. On a des cellules qui le font de façon longitudinale. C'est un modèle vraiment superbe de Silvia Bulgaresi à l'Université de Vienne. C'est un symbionte d'un ver, d'un nématode, et les cellules bactériennes, c'est la surface du ver. Les cellules bactériennes sont cordées comme ça, debout, attachées à la surface du nématode, sont les unes contre les autres, et au lieu de se diviser comme ça, comme E. coli, elles se divisent sur la longueur. Donc, on peut voir ici, elles s'élargissent et éventuellement vont se cliver ici. Et donc, on a collaboré avec le groupe de Silvia pour utiliser donc, ces méthodes pour voir la synthèse du peptidoglycane lors de la croissance et de la division. Donc ici, on peut voir le début où le peptidoglycane est synthétisé au bout, ce serait à peu près à ce moment-ci. Ici, vers la fin, quand il reste seulement la fin du clivage. Et ici, on retourne la cellule pour voir ce qui reste comme anneau de biosynthèse du peptidoglycane. On peut aussi imaginer qu'on peut croître ces cellules en poussant à un bout ou à l'autre bout ou aux deux. Ici, c'est un exemple où on a utilisé le fait qu'on a des molécules de couleurs différentes. Donc, on a exposé à un acide aminé fluorescent en orange en premier, ensuite en bleu et ensuite en rouge. Et on peut voir, donc, la fluorescence nous indique la biosynthèse de façon spatio-temporelle. On sait quand et où a été synthétisé le peptidoglycane dans ces cellules. Les mêmes principes sont utilisés pour la morphogénèse. Donc, pour la synthèse, évidemment, il faut que les enzymes impliquées dans la synthèse du peptidoglycane soient au bout de la cellule dans ce cas-ci. Si on voulait, par exemple, faire une cellule où il y a une branche qui commence à pousser à cet endroit, bien, il faudrait prendre ces protéines, ces enzymes, et les positionner à ce site précisément. Et en fait, c'est ce que cette bactérie fait. Ici, c'est Streptomyces venezuela. Ça, c'est seulement une partie de la cellule. Voici la cellule au complet. Donc, je vous ai montré cette partie. Streptomyces est capable de faire des branches et on peut voir que chaque branche pousse, donc s'allonge à partir du bout de la cellule, mais que dans chaque cas, la croissance est un petit peu différente. Donc, ça nous permet de voir la dynamique du processus. Donc, en faisant ces études, on a réalisé qu'en fait, on sait très peu comment les bactéries croissent. On pense le savoir parce qu'il y a eu beaucoup d'études chez E. coli et Bacillus subtilis, mais en fait, il y a beaucoup de variétés au niveau des mécanismes de croissance des bactéries. Et en fait, maintenant, on est en train de réaliser que les modes de croissance changent
en réponse à des stimuli de l'environnement et même, par exemple, en réponse à l'environnement de notre corps. Donc, de comprendre ces mécanismes pourrait nous aider à peut-être développer de nouvelles méthodes pour éliminer, pour inhiber la croissance bactérienne. Et l'autre chose qui est importante à savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, la forme d'une bactérie ne nous indique pas comment la cellule pousse, donc il faut vraiment utiliser des méthodes de ce type. Donc, ces méthodes, je vais vous donner 3 exemples de leur utilisation pour essayer de comprendre certains aspects chez les bactéries. Et donc, le premier exemple, c'est une collaboration avec Anthony Morelli, qui est maintenant à l'Université de la Floride, et c'est d'essayer de résoudre ce qu'on appelait le chlamydial anomaly. Depuis 50 ans, il y avait dans le domaine des discussions à savoir est-ce que les chlamydia, qui sont des bactéries transmises sexuellement, qui peuvent causer la cécité chez les gens qui sont infectés, est-ce que les chlamydia ont du peptidoglycane? Les chercheurs avaient essayé de détecter le peptidoglycane par toutes sortes de méthodes et n'y étaient pas arrivés. On y est arrivé très facilement en marquant le peptidoglycane avec les sondes fluorescentes. On peut voir, par contre, la surprise, ça a été que donc, les cellules de chlamydia sont rondes, sont sphériques. Et ce qu'on a vu, donc la partie en vert, c'est le peptidoglycane. Et le seul endroit où on trouve du peptidoglycane chez chlamydia, c'est au milieu des sphères, donc juste à l'endroit où la division cellulaire va se produire. Donc, il y a très peu de peptidoglycane comparativement aux autres cellules bactériennes qui sont complètement recouvertes du peptidoglycane. Et ce qu'on a vu, c'est que ce peptidoglycane est seulement présent dans la forme réplicative, la forme de croissance de chlamydia, et pas dans la forme infective qui, elle, est un peu une forme dormante qui ne pousse pas. Et donc, on pense que cette restriction du peptidoglycane et au niveau de la quantité et au niveau de sa localisation et au niveau du moment où il est synthétisé pourrait aider à ces bactéries à un peu se cacher du système immunitaire. Et donc, le groupe de Tony continue d'étudier ces aspects. C'est ici un arbre phylogénétique des bactéries. Pour vous montrer chlamydia ici, apparenté à chlamydia, pas très très proche, mais il y a des planctomycètes. Les planctomycètes, c'est des bactéries qu'on pensait ne pas avoir de peptidoglycane. Et ce fait était utilisé dans plusieurs débats au sujet de l'évolution des cellules eucaryotes. Et il y avait beaucoup de discussions à ce sujet. Donc, on a utilisé, en collaboration avec Muriel Van Tesseling et Laura Van Niftrik, nos méthodes pour essayer de déterminer s'il y avait en effet du peptidoglycane ou non chez les planctomycètes. Et on a trouvé, en fait, donc le même genre d'expérience que les planctomycètes possèdent du peptidoglycane, ce qui a amené Muriel, le jour de la publication de l'article, à mettre sur Facebook « And the day we have been waiting for has come, changing the textbooks », donc un des manuels les plus utilisés en enseignement de la microbiologie, au moins aux États-Unis, où on lisait avant « Planctomycetes are unusual among bacteria because their cell walls lack peptidoglycan ». Donc, elle a éliminé unusual, et elle a changé lack pour have. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de changer les manuels d'enseignement. Voici une application de ces méthodes au microbiome. Dans ce cas-là, c'est un microbiome buccal, donc un peu en l'honneur d'Anthony van Leeuwenhoek. L'étudiant qui a développé ces méthodes a pris tout simplement un échantillon de sa propre salive et a fait un marquage en 3 couleurs d'acides aminés fluorescents pour voir la dynamique de la croissance des bactéries dans cet échantillon que vous pouvez voir ici, et ici en grossissement. Et vous pouvez voir donc plusieurs cellules de formes différentes. Il y en a qui sont rondes, il y en a qui sont en bâtonnets. Et l'agencement des couleurs nous indique qui pousse et comment elles poussent
et nous donne une idée de la croissance relative de ces bactéries. Donc, ça pourrait être utilisé, je pense, dans plusieurs cas pour vraiment voir la dynamique de la croissance des bactéries et les méthodes de croissance des bactéries dans différents environnements. Et je pense que ça pourrait être utilisé in situ et ça pourrait faciliter l'étude de cas plus complexes. Il y a juste un problème. Les acides aminés fluorescents sont fluorescents. Paradoxe. C'est parce que, donc, ce que je vous montre ici, les images que je vous ai montrées, c'est les cellules ont été exposées, donc c'est encore Streptomyces venezuela qui pousse au bout des cellules, et on peut voir le marquage, mais ce qu'on fait, c'est qu'il faut éliminer les molécules qui n'ont pas été incorporées, parce que ces molécules sont aussi fluorescentes. Et donc, si on ne les élimine pas, on a des résultats comme ça. Donc, il y a trop de fluorescence des molécules non incorporées pour voir les patterns. Donc, on a voulu développer des méthodes qui ne nécessitaient pas de faire un lavage des cellules avant l'observation en microscopie, parce que si on veut faire des études in situ, on ne peut pas injecter dans le corps et ensuite laver le sujet. Donc, on a utilisé des méthodes, ce qu'on appelle des switchable rotors, des rotors qui sont utilisés dans certains domaines pour mesurer la viscosité de solutions. Ce sont des molécules qui ont donc un lien simple où il peut y avoir rotation entre les parties de la molécule. Et dans ce cas-là, la molécule est non fluorescente. Par contre, si la rotation est restreinte, la molécule devient fluorescente. Donc, on s'est dit, si on ajoute cette molécule à des bactéries et qu'elle est insérée dans la paroi, ça va restreindre la rotation, donc ça va allumer la lumière, si vous voulez, ça va la rendre fluorescente, alors que celles qui restent en solution ne sont pas contraintes et ne seront pas fluorescentes. Et en fait, c'est ce qu'on obtient. Donc, on peut voir ici ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, on n'a aucunement lavé. Il y a la même concentration de molécules ici qu'ici, mais vous pouvez voir, donc, il n'y a aucun background et on peut voir très facilement la croissance, où la croissance se produit. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire en time-lapse. Donc, comme je vous ai dit, ces cellules poussent à partir des extrémités et il y a, donc, la molécule est déjà dans l'échantillon et on peut voir au moment où la cellule commence à pousser, son peptidoglycane est synthétisé, c'est inséré et on voit la coloration qui nous indique où la croissance se produit en temps réel. On a utilisé aussi ces principes pour mettre au point une méthode de criblage à haut débit. C'est-à-dire qu'on peut le faire in vitro. On peut purifier une enzyme, donc une penicillin binding protein, donc une cible des pénicillines, et en utilisant le fait que la molécule est non fluorescente et en ayant un substrat qui peut être couplé de façon covalente par l'enzyme, on obtient de la fluorescence. Et donc, en couplant ça à de la robotique et à des essais à haut débit, on pourrait utiliser ça pour faire des screens pour des molécules qui inhibent l'activité de protéines impliquées dans la croissance, dans la synthèse du peptidoglycane. Et c'est extrêmement important parce que, comme vous le savez sûrement, la résistance des bactéries aux antibiotiques est devenue un problème extrêmement grave et on a besoin de nouvelles méthodes pour développer de nouveaux antibiotiques. Et donc, on espère que ces méthodes vont aider à faciliter ce processus. Les bactéries, deuxième partie, ont le sens du toucher maintenant. Donc, la majorité des bactéries, en fait, vit sur la surface. Elles sont associées en communautés de milliards et plus de bactéries qui forment ce qu'on appelle des biofilms. Et les biofilms sont extrêmement importants dans plusieurs domaines. Par exemple, la fabrication des fromages, qui m'est très cher, ou dans l'environnement pour la dégradation, la biodégradation, mais aussi cause des problèmes dans l'industrie.
Donc, les biofilms peuvent boucher les tuyaux. Et aussi, évidemment, les biofilms sont problématiques au niveau de la santé. En fait, la majorité des infections bactériennes sont causées par des bactéries qui viennent de biofilms. Et les bactéries dans les biofilms ont une résistance plus élevée aux antibiotiques. Donc, c'est vraiment un problème. Et donc, nous, on s'intéresse à comprendre le mécanisme de formation de ces biofilms. C'est un mécanisme complexe. Nous, on s'intéresse à la première étape de formation du biofilm, c'est-à-dire que les bactéries vont arriver à la surface. Et quand les bactéries arrivent à la surface, on sait depuis un certain temps qu'elles changent leur comportement. Et d'une façon ou d'une autre, elles savent qu'elles arrivent à la surface. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'une bactérie qui n'a pas de système nerveux est capable de toucher, de savoir qu'elle est sur une surface. Donc, pour ce faire, on utilise comme modèle Colobacter crescentus, qui est une bactérie qui a une forme qui peut nager à l'aide d'un flagelle ici et qui a aussi d'autres protubérances protéiques, donc des pili. Et quand elle arrive en contact avec une surface, elle va très rapidement synthétiser une colle qu'on appelle le holdfast. Et je vous le montre ici en vidéo. Donc, on peut voir les cellules qui arrivent à la surface, qui n'ont pas ce point blanc qui est le marquage du holdfast. Et on peut voir que très rapidement, après être arrivé à la surface, et en fait, dans certaines conditions, en 10 secondes, la bactérie arrive à réagir à son arrivée à la surface et synthétiser ce holdfast. Donc, comment est-ce que la bactérie détecte qu'elle est sur la surface? Donc, ce holdfast permet à la bactérie de s'attacher très fortement à la surface. Et en fait, on a trouvé, en collaboration avec des physiciens, que cette colle bactérienne est encore plus forte que les colles commerciales comme les superglues et crazy glues. Et en fait, on a calculé que le holdfast est à peu près 3 fois plus fort en adhésion que les colles commerciales les plus fortes. Et on peut faire des calculs. Et donc, si on couvrait la surface d'un 25 cents avec du holdfast, théoriquement, on pourrait soutenir le poids d'un éléphant. On n'a pas encore fait l'expérience, donc c'est pas sûr. On a publié ça en 2006 et ça a fait le tour du monde. Les gens sont fascinés, évidemment. Et en fait, on a même eu la une du Devoir. Donc, l'article sur la supercolle d'origine bactérienne, c'était pendant la campagne électorale. Donc, Stephen Harper se promenait beaucoup et tenait des bébés. Et heureusement que les doigts du bébé n'étaient pas recouverts de colle de Colobacter parce que le premier ministre aurait eu certains problèmes. Un des problèmes, donc une des raisons pour lesquelles il y a eu beaucoup d'intérêt pour ces travaux, c'est que c'est donc une colle verte, une colle biologique, qui a des propriétés qui pourraient l'amener à être utilisée, si on pouvait la développer, dans toutes sortes d'applications, comme des bioadhésifs, par exemple. Un des problèmes pour utiliser, par exemple, en tant que colle chirurgicale dans le corps humain, c'est que cette colle, donc Colobacter sont des bactéries qu'on trouve dans les lacs, les rivières, dans l'eau douce. Cette colle est très sensible au sel, à la force ionique. Et donc, comme les fluides de notre corps ont une force ionique, en fait, qui éliminerait complètement les propriétés adhésives de Colobacter, on s'est demandé, est-ce qu'on peut utiliser l'environnement pour aller trouver des bactéries qui seraient capables de produire cette colle dans un environnement plus propice à son application pour le corps humain. Et donc, on s'est tourné vers les bactéries marines. Donc, je vous ai montré la croissance de cette bactérie plus tôt, Yersinia baltica. Et donc, on peut voir ici le holdfast de Colobacter qui est très sensible au sel, 10 millimolaires en chlorure de sodium, et on élimine les propriétés adhésives de ce holdfast. Yersinia a été isolé de la mer Baltique où la concentration en sel est à peu près 260 millimolaires. Et donc, on s'est dit que cette colle pourrait peut-être résister au sel, et on a montré que c'était le cas. Donc, elle est beaucoup plus résistante au sel. Et en fait, elle colle jusqu'à 300-350 millimolaires. Et on a trouvé aussi que cette colle est à peu près 50 fois plus forte que celle de Colobacter. Et donc, on pourrait imaginer une cinquantaine d'éléphants. J'ai abandonné le
le cut and paste parce que j'étais fatigué. Vous pouvez imaginer une cinquantaine d'éléphants attachés à cette colle. Donc, on est maintenant en train de commencer une collaboration avec une compagnie importante qui est intéressée à des bioadhésifs pour plusieurs applications et aussi à cause de certaines réglementations qui rendent de plus en plus difficile l'utilisation de bioadhésifs, d'adhésifs qui sont dérivés de produits du pétrole. Donc, cette colle très forte est produite par la bactérie quand elle arrive à une surface. Donc, comment est-ce que, c'était la question, comment est-ce que la bactérie sait qu'elle est en contact avec une surface? Donc, si on regarde les bactéries quand elles arrivent à la surface, on va voir une bactérie arriver ici en nageant et elle va être tethered, elle va être, c'est quoi tethered en français? Ancrée. Disons ancrée à la surface et très rapidement, la rotation du corps cellulaire, qui est le résultat de la rotation du flagelle, va s'arrêter. Si on élimine les protéines qui synthétisent ces fibres qu'on appelle les pili et qu'on regarde le comportement, la cellule est encore ancrée par son flagelle à la surface, mais n'arrête pas la rotation du flagelle et ne produit pas de colle. Donc, on s'est dit que ces pili devaient être très importants pour que la cellule sache qu'elle est sur la surface. Donc, on a développé des méthodes pour observer les pili en temps réel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des mutations pour ajouter un acide aminé cystéine dans les sous-unités qui composent le pili et on a ajouter des sondes maléamides qui vont se lier au groupement sulfhydryl de la cystéine et qui sont fluorescentes. Donc, dans le wild type, il n'y a aucun marquage de la fluorescence, mais dans le mutant, on peut voir donc les pili et on peut voir le corps cellulaire. Et en fait, on peut voir en temps réel donc ces pili s'allonger et se rétracter. Et donc, quand la cellule arrive à la surface, qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que ça pourrait être impliqué dans la sensation d'une surface? Imaginez aller à la pêche, par exemple, vous lancez votre ligne, vous la ramenez. Éventuellement, il y a un poisson qui mord à l'hameçon, il y a une tension. Donc, est-ce que ces pili, quand ils arrivent à la surface, sentent cette tension et qu'ils utilisent cette information-là pour leur indiquer qu'ils sont bel et bien à la surface? Donc, regardons les cellules arriver à la surface. Donc, c'est en microscopie TIRF. Donc, on regarde exactement la surface. Ici, c'est la cellule et ici, c'est la fluorescence. Vous pouvez voir que les pili sont très actifs quand la cellule arrive à la surface, mais rapidement, cette activité cesse et ces pili sont complètement rétractés. Si on regarde en même temps la production du holdfast, qui est en rouge, vous remarquerez que le holdfast est produit à peu près au moment où cette activité d'extension-rétraction des pili cesse. Donc, on s'est dit, peut-être que ces pili, donc, quand ils arrivent à la surface, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'attachent et qu'en essayant de les ramener, la bactérie sent une certaine tension et que cette information-là est utilisée. Donc, pour tester cette hypothèse, on a utilisé des molécules d'environ 5 kilodaltons, encore avec un groupement maléimide, pour se lier au groupement cystéine qu'on avait introduit dans les pili. Et donc, ces molécules sont trop grosses pour passer à travers le pore qui permet l'assemblage des pili. Et donc, on peut voir que les pili sont bloqués, ils sont à l'extérieur. Et donc, on a voulu savoir, est-ce que ce serait suffisant donc de bloquer la rétraction des pili quand ils sont en suspension dans le liquide et qu'ils n'ont pas touché la surface. Et donc, encore l'expérience que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, ça, c'est le cas normal où on n'a pas bloqué la rétraction des pili. Donc, on peut voir que la bactérie arrive à la surface, les pili arrêtent leur activité et le holdfast est synthétisé après. Si on bloque la rétraction des pili quand ils sont loin de la surface, ces bactéries, quand elles arrivent à la surface, aussitôt qu'on les détecte, on voit que les pili, évidemment, ne bougent plus. Et il y a un holdfast qui est détecté immédiatement, ce qui indique que le holdfast a été synthétisé avant que les cellules arrivent à la surface. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est un peu comme un pêcheur. C'est-à-dire que quand il lance sa ligne, il essaie de la ramener, donc il essaie de ramener le pili. Et s'il est agrippé à une surface, il y a une tension, et cette tension
par un mécanisme qu'on ne connaît pas en détail encore et utilisé par les bactéries pour leur sens du toucher. Ces pili, et je vais terminer là-dessus, sont présents un peu partout dans le monde bactérien et ont plusieurs fonctions. Donc, ils sont utilisés, comme je l'ai dit, pour le sens du toucher. Ils sont utilisés aussi pour la motilité bactérienne. Donc, dans certains cas, chez Pseudomonas, par exemple, les pili s'étendent, s'attachent à la surface. Leur force de rétraction est assez forte pour tirer le corps bactérien en se rétractant. Donc, ils sont utilisés pour la motilité. Ils sont utilisés pour la virulence et ils peuvent être utilisés aussi pour capter de l'ADN dans l'environnement et le ramener et utiliser cet ADN soit comme nourriture ou pour l'intégrer dans leur génome pour acquérir de nouvelles propriétés, de nouveaux phénotypes. Donc, comme on avait développé ces méthodes, on a voulu essayer de comprendre le rôle de ces pili dans le DNA uptake, dans la compétence. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait en collaboration avec mon collègue Ankur Dalia à Indiana University, qui travaille sur Vibrio cholera, donc l'agent causateur du choléra, et qui est très bien connu pour justement cette compétence naturelle qu'il a, donc cette propriété à aller chercher de l'ADN dans l'environnement et l'utiliser pour le transfert horizontal de gènes, par exemple. Et donc, c'est des procédés qui permettent aux bactéries d'acquérir la résistance aux antibiotiques. Le modèle principal, il y avait 2 ou 3 modèles dans le domaine, mais il y en a un pour lequel il y a beaucoup d'évidence, plutôt indirecte en général, mais quand même assez intéressante, qui suggère que donc les pili s'allongent, les pili se lient à une molécule d'ADN au bout du pili, et la rétraction du pilus amène donc cet ADN à travers le port d'assemblage du pili dans le périplasme, et l'ADN est lié par une protéine qui s'appelle COM-IE qui aide à le garder à l'intérieur et à le ramener par un mécanisme de ratcheting. Mais il n'y avait pas d'évidence directe de ce processus. Donc, on a voulu commencer par voir si l'ADN se liait vraiment au bout des pili, ce qui est difficile à voir parce que si on regarde sur des cellules, comme les pili peuvent être dans toutes sortes de directions par rapport au plan focal, c'est difficile de vraiment juger de façon quantitative de ce qui se passe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé des cellules de microfluidiques. On a purifié des pili qu'on a collés sur la lame de verre et on a ajouté de l'ADN en rouge. Et on a changé la direction du courant pour faire fluctuer ces pili. Donc, vous pouvez voir ici un pilus qui est maintenant ramené, bang, bang, et avec de l'ADN qui est définitivement au bout du pili. Et de façon quantitative, on voit que l'ADN est toujours attaché au bout des pili. Et en fait, je n'aurai pas le temps de décrire, mais on a découvert les protéines qui se lient à l'ADN au bout du pili. Mais évidemment, la question, c'est est-ce que donc cette capacité de se lier à l'ADN et de rétracter les pili peut amener cet ADN à la cellule bactérienne. Donc, on peut voir les cellules ici. Donc, je vais vous montrer quelques films où on peut voir la bactérie donc allonger un pili, capter de l'ADN qui est coloré en rouge et le ramener vers la cellule bactérienne. Voici un autre exemple. Et le troisième exemple est vraiment spectaculaire. Ça a fait le tour du monde. L'article où on a publié ça sur Altmetric et dans les articles, je pense que c'est 0,1% les plus vus selon leur méthode d'analyse. Et on a pu voir, en utilisant des méthodes donc, où on peut voir la protéine qui se lie à l'ADN lorsqu'il rentre dans le périplasme et donc qui est normalement tout autour de la cellule et se concentre là où l'ADN entre, que c'est exactement à l'endroit où le pilus se rétracte et que ça ne se produit qu'exactement au moment où le pilus est complètement rétracté à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est assez clair que donc, la bactérie va aller chercher de l'ADN pour soit acquérir de nouvelles propriétés, résistance aux antibiotiques, ou peut-être aussi se nourrir d'ADN, qui est une molécule très nutritive.
Donc, de la minute qui me reste, je vais résumer très brièvement. Ce que je vous ai montré, c'est des méthodes qu'on a développées lors de nos études de base sur le fonctionnement des cellules bactériennes qui, je pense, pourraient être utiles dans ces études du microbiome 3.0 pour aider à l'interprétation de tous ces résultats que vous tous obtenez, donc toutes ces séquences, essayer de comprendre un peu le fonctionnement des gènes, et parce qu'on trouve il y a toujours environ 30% des gènes bactériens dont on ne connaît pas le rôle. Et je veux finir avec une question extrêmement importante. Est-ce que votre microbiome oral répond au cocktail? Parce que c'est ce qui s'en vient. On va passer au cocktail. Et en fait, peut-être qu'on serait mieux de ne pas lire cet article qui a été publié récemment et qui parle justement de ce qui arrive à notre microbiome buccal lorsqu'on boit soit du vin, de la bière ou des alcools forts. Donc, je vais finir en remerciant les gens qui ont fait le travail que j'ai présenté. En fait, c'est des étudiants au doctorat, des étudiants exceptionnels qui ont fait ce travail. Donc, j'ai commencé avec le développement des acides aminés fluorescents pour marquer les sites de croissance bactérienne par Erkin Kourou, qui est maintenant postdoc à Harvard dans le laboratoire de George Church. Yingpeng Su a pris la relève et a développé ces molécules qui permettent d'observer en temps réel la croissance du peptidoglycane. Et les deux dernières histoires sur les pili, Courtney Ellison, une autre étudiante extrêmement douée. Et en rouge, c'est les gens de mon laboratoire qui vont me suivre à Montréal. Je suis choyé par le fait que tant de chercheurs de calibre ont décidé de me suivre, mais ils vont attendre à l'été surtout pour ne pas avoir un choc trop fort. Merci beaucoup de votre attention. Ibrahim, pour cette très très bonne présentation et pour tous ces outils que tu as développés qui vont nous servir à tous. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui. S'il vous plaît, oui. Merci. D'abord, merci pour cette excellente présentation. J'ai trouvé que c'était très astucieux la façon d'utiliser, je ne suis pas du tout dans le domaine, là, comme tu sais, mais Ouais. la façon d'utiliser les marqueurs. Et puis, mais il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les problèmes que tu proposes et ceux qu'on voit dans d'autres domaines, dont par exemple la croissance des matériaux tels que modélisés par les physiciens. Puis je me suis demandé si, parce que ça me semble être un terreau très fertile pour la modélisation numérique, s'il y avait des efforts dans ce sens-là, parce que les phénomènes de croissance, ça a été étudié sous de nombreuses formes, de nombreuses façons, avec quand même pas mal de résultats. Je comprends que les problèmes ici soient peut-être un peu plus compliqués là, que ce que les physiciens sont habitués d'envisager, mais je me demandais s'il y avait eu des efforts dans ce sens-là, puis si c'était prometteur. Oui, en fait, il y a des gens en fait, des physiciens, donc qui se sont tournés vers la biologie, Casey Wang à Stanford, Josh Evitz à Princeton, par exemple, qui font justement de la modélisation. Entre autres, ils font des expériences aussi, mais ils font aussi de la modélisation de ces processus. La modélisation du peptidoglycane, par exemple, est très complexe. Et donc, ça en est vraiment assez balbutiement, mais c'est assez prometteur. Donc, je pense qu'il y a un avenir là-dedans et ce serait bien que plus de physiciens viennent nous aider à faire ce type de modélisation. Ouais. Et aussi au niveau des propriétés des matériaux. Le holdfast, par exemple, je pense que en fait, même avant d'être arrivé, j'ai déjà une collaboration établie avec des chercheurs de microbiologie et de Polytechnique pour étudier les propriétés rhéologiques de ces matériaux. Donc, j'ai bien hâte d'arriver. Bonjour, merci. Super présentation. J'ai déjà vu les vidéos, mais c'est la première fois sur le grand écran. C'est cool. Tu parlais qu'il y a une protéine au bout du pilus. Est-ce que, et que la compétence, des fois, c'est
séquences spécifiques, donc les bactéries sont seulement capables d'être compétentes pour l'ADN. Donc, en général, Est-ce qu'il y a non. une spécificité? En général, non, il n'y a pas de spécificité. Par exemple, chez Vibrio, il n'y a pas de spécificité, mais il y a des cas où il y a une certaine spécificité, par exemple, chez Neisseria gonorrhea, donc qui cause encore une maladie transmissible sexuellement. Il y a des séquences qui sont privilégiées pour la captation et la compétence. Donc, c'est des séquences qui sont retrouvées de façon beaucoup plus abondante dans le génome de Neisseria. Donc, Neisseria a tendance à se recombiner plus avec son propre ADN pour aller chercher probablement des mutations, de la diversité pour essayer de pousser un peu, d'aider au processus évolutif. Mais en général, il n'y a pas de spécificité, ce qui permet d'acquérir des différents phénotypes de façon relativement facile.